Un grand merci de cette invitation. Merci pour la thématique qui était moins évidente à préparer parce que d'habitude aux journées filières, on me demande un bilan, quel financement on va avoir dans l'année, des liens en direct avec le PNMR4. Là, ça demandait de les faire un peu de remonter dans les archives de la DGOS. J'ai trouvé pas mal de choses hein, sur le commun. Et il y a des choses qui sont assez étonnantes. Donc le thème, c'est comment tout a commencé, mais c'est vrai que la tentation est grande pour moi de partir aussi sur comment tout va continuer. Ça me paraît important de faire le lien sur la suite. Je terminerai par ça, mais j'irai assez vite, vous verrez, parce qu'on a la chance d'avoir Agnès Ningla, qui est donc la personne qualifiée nommée pour le soin pour piloter les actions du futur PNMR4. Donc Agnès développera beaucoup, mais j'insisterai juste sur le fait que la filière de santé maladie rare va encore avoir des missions à continuer, de nouvelles, et qu'il y a beaucoup d'actions qui reposent sur les filières. Donc voilà un peu la genèse, puisqu'on fête les 10 ans. Donc c'est le lien avec le deuxième plan maladie rare. Et quand on regarde les textes, j'ai été fouiller les groupes de travail, il faut que vous vous rendiez compte que l'appel à projet des filières, qui est sorti en 2013, et la mise effective des filières en 2014. Avant, il y a des groupes de travail qui ont commencé en 2011, hein, qui avaient vraiment, ça a bossé dur. Je vous montrerai la composition avec vraiment tout un travail de fond posé en 2011. Mais on peut revenir encore avant. Et avant 2011, en fait, quand on voit les sources, et je suis tombée sur un compte-rendu qui c'était les documents sur lesquels ils s'étaient appuyés pour pouvoir faire ce groupe de travail et écrire l'appel à projet de 2014. En fait, les textes sont issus de textes européens. C'est vraiment l'arrivée de nos filières de santé maladie rare. La dynamique, elle s'est faite à partir de 2008. Ensuite, 2011, la directive transfrontalière. Et dans la directive transfrontalière de 2011, on a l'évocation, c'est là où sont nommés les réseaux européens de référence pour la première fois. Et donc, le filière de santé maladie rare qui sont arrivés, je dirais 3 ans après, elles étaient en miroir de ce qui était déjà présenté dans la directive transfrontalière de 2011. Et il faut savoir que cette directive transfrontalière, c'est toujours celle qui appuie les textes pour l'Europe et avec la Commission européenne pour nos réseaux européens. Et on a même depuis un an, et nous on va avoir un événement au Parlement européen le 27 février, on a des réunions maladies rares transfrontalières et on a aussi des actions transfrontalières. Là en ce moment, on a un projet avec les Hauts-de-France, les Ardennes et le sud de la Belgique, justement de soins transfrontaliers pour les maladies rares, de façon à faire ce qu'ils appellent dans une ZOAST et des zones où plus facilement on peut passer d'un côté à l'autre de la frontière. Donc l'idée, c'est vraiment de faciliter à la fois le transfert de données, et on voit que 10 ans après, on n'y est toujours pas quand même, le partage de données du national vers l'européen. Et donc on part de cette répartition qui était issue du premier plan maladie rare, avec la labellisation à l'époque de 131 centres de référence maladie rare. Vous savez que maintenant, on a 603 centres coordonnateurs et constitutifs. Donc, il y a quand même eu une dynamique très importante. La dernière labellisation, il y a eu une augmentation de 28% du nombre de centres de référence et de CRC pour tous nos réseaux maladies rares, avec un maillage territorial beaucoup plus développé. Donc, ça, on est parti de là à l'époque pour pouvoir construire nos actions. Et donc ça, c'est une slide qui date de 2011. Donc c'est dans les archives que j'ai pu retrouver. Donc l'histoire, ça a été 2004, premier plan, deuxième plan 2011, troisième plan 2018. Le deuxième plan, il est marquant pour les filières de santé maladie rare, puisqu'elles ont été lancées à ce moment-là. Mais elles n'existeraient pas si avant, il n'y avait pas eu ce travail de centre de référence maladie rare. Et je tiens à remercier 3 réseaux, des centres de ressources et compétences qui, eux, pour le coup, ont été labellisés 2 ans avant nos CRMR. Et c'est grâce à eux si ensuite on a eu nos CRMR. Donc on a eu la muco, les maladies
hémorragique et la SLA qui, dès 2002, s'était organisée en réseau. Et donc ça a été un peu nos pilotes pour pouvoir ensuite participer et créer des appels à projets pour les centres de référence maladies rares. J'ai été rechercher les objectifs à l'époque des filières de santé maladies rares, comment dans le groupe de travail ils avaient. Et alors ce qui était très amusant, enfin heureusement que ça n'a pas été tout à fait comme ça, c'est que c'était vraiment écrit faire évoluer l'organisation des 131 CRMR et des 500 centres de compétences maladies rares en filière. Alors qu'on s'aperçoit 10 ans après que c'est pas tout à fait ça. C'est une complémentarité qu'on a gagnée en 10 ans, mais c'est absolument pas une subsidiarité. Les filières ne font pas le travail à la place des centres coordonnateurs constitutifs et compétences. Il faut vraiment garder cette expertise clinique. La filière, elle est là pour, on voit les points, revoir la coordination, c'est-à-dire vraiment aider un soutien à la coordination des centres, des mutualisations de moyens. Ça, c'est des choses qui sont pertinentes. On a pu le voir pour les appels à projets éducation thérapeutique du patient, mettre en place des protocoles nationaux de diagnostic et de soins, avoir des moyens qui vaillent vers un centre pour pouvoir organiser les réunions, les déplacements, etc. Ça, c'est de la mutualisation, c'est de la coordination. On a aussi une volonté à l'époque pour les filières de santé maladies rares. Il faut vraiment l'avoir, je pense, bien en tête. La filière de santé maladies rares, elle est tournée vers l'extérieur. C'est pas quelque chose qui doit être tourné vers l'intérieur. Elle a le soutien, la coordination de ses centres, mais dans les objectifs de l'époque des filières de santé maladies rares, c'était quand même qu'il y ait une visibilité aussi pour le grand public, qu'elle soit mieux reconnue et connue du grand public, de façon à pouvoir, peut-être avec son médecin traitant, être plus facilement orienté en fonction de ses symptômes, en fonction de sa clinique, vers le bon centre. Il y avait toute la prise en charge diagnostique. On retrouve le rôle moteur des filières dans les protocoles nationaux de diagnostic et de soins. On a le lien aussi avec le médico-social qui était suivi, avec la coordination des actions de recherche. À l'époque, là aussi, la collecte de données, il faut savoir que la BNDMR, alors il existait pour ceux qui étaient à la PHP, c'est MARA depuis 2005, il y avait des pétales qui existaient par spécialité, mais le lancement de la BNDMR était là aussi il y a 10 ans, en 2014 avec le deuxième plan maladies rares. Et là, déjà, on parlait d'organisation autour de la collecte des données cliniques à des fins des recherches épidémiologiques. Et le dernier point, c'était vraiment regrouper les ressources et l'expertise au niveau national, et on avait le lien avec l'international et l'Europe. Et c'est là où on retrouve le sujet avec nos réseaux européens de référence. Donc les citations, il y avait des évaluations dans les citations sur le PNMR2. Ce qui était écrit dans le PNMR2, c'était les filières pourront s'appuyer en fonction des spécificités de chacune d'entre elles. Il y a aussi l'idée qu'on ne va pas coller un modèle forcément le même à toutes les filières. On a un canevas, mais en fonction de l'historique de la filière, certaines filières étaient déjà organisées, je pense aux généticiens avec la FECLAD, il y avait aussi des centres de Finémus pour le neuromusculaire qui étaient aussi organisés, la métabo, avec les maladies métaboliques. Il y avait déjà des filières qui, en fait, avant, avaient des réseaux organisés. Mais ce n'était pas le cas de toutes les filières. Donc, il fallait aussi prendre en compte la spécificité de chacune de ces filières. Et puis, il y a vraiment ce lien à la fois soins, cliniques, communication. Et puis, il y avait vraiment l'idée de veiller au travail avec les centres de référence, avec un lien qui était très marqué. Je ne sais pas si on l'a gardé à ce point-là, mais je pense qu'il est toujours tout aussi important, un lien gardé avec la partie médico-sociale, MDPH, dossier des patients. C'est quelque chose qui est important. On a pu être sollicité, nous, pour la SLA. Et donc, il y a eu un groupe de travail à l'époque filière. Et il faut savoir qu'il y avait beaucoup de représentants associatifs, puisqu'il y avait 6 associations de patients. Il y avait les membres du comité de suivi du PNMR2, des personnes qualifiées, des professionnels de santé. Et puis, à l'époque, il n'y avait pas 23 filières qui étaient définies. C'était quand même assez... il n'y avait pas une idée précise de quels étaient les groupes des filières. Il y avait en fait 18 groupes répertoriés et il y avait un travail important. Et je tiens à souligner, il y avait un travail à l'époque déjà important avec Orphanet, avec l'école d'Orpha. Et c'était une des missions qui était demandée aux filières de santé maladies rares de travailler étroitement avec Orphanet. Et ça, j'ai retrouvé ça
dans mes archives, et je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment continuer à garder et qu'on ait bien en tête. Donc voilà les regroupements en filière et puis, il y avait toutes les partenaires autour avec lesquels on avait, à travailler. Donc c'est une, organisation qui reposait sur 2 axes, à la fois, thématiques, autour des pathologies autour du cœur. On voit, la cardio, on voit le rein, on a vraiment les maladies rares du foie. Donc on a cette, idée et derrière, on retrouve des sujets de filières actuelles, collecter les données, diffuser les PNDS, coordonner des actions de recherche, promouvoir l'enseignement, garantir la visibilité internationale. Et puis, il y avait aussi le lien ville-hôpital. Et déjà à l'époque, j'ai retrouvé, on n'avait pas encore, dans le deuxième plan maladie rare, il n'y avait pas encore les plateformes d'expertise maladie rare, sauf Bicêtre, 2014, avec Agnès qui était là à la manœuvre, qui a été vraiment visionnaire pour pouvoir mettre en place localement, territorialement, des plateformes d'expertise maladie rare. Et ça, c'était 2014, mais nous, ça n'est arrivé que dans le troisième plan maladie rare qu'on a mis en place. Alors qu'à l'époque, les filières de santé maladie rare ne se concevaient qu'avec une assise territoriale qui était décrite et que finalement, on n'avait pas retrouvé au début des filières de santé maladie rare. Donc il y avait l'idée d'avoir une organisation locale qui, elle, allait avoir un lien plus important avec les MDPH, avec les établissements médico-sociaux. Toute cette partie du parcours de vie, je dirais, de la personne malade et le soutien aux aidants. Et donc, l'appel à projet des filières de santé maladie rare était en juillet 2013. Et donc, pour les timings, puisqu'on va être sur le prochain appel à projet, je tiens à dire que c'était quand même juste avant le mois d'août et qu'après, le dossier était à rendre le 4 octobre. Donc, il y avait un mois. On va essayer d'être un peu plus bienveillant cette année. On espère, je vous montrerai une chronologie, pouvoir sortir, que vous puissiez y travailler au moins un mois et demi dessus, mais dès début octobre, quand le groupe de travail filière aura labellisé, enfin aura validé le nouveau cadenas pour l'appel à projet, évidemment, on transmettra aux filières tous les éléments. Donc, elles auront octobre, novembre et jusqu'au 20 décembre, 2 mois et demi pour pouvoir faire le travail. Ça, il faut faire attention. Et on aimerait rendre le boulot après, juste avant les vacances de Noël, de façon à vous libérer à ce moment-là. Donc voilà les finalités, les objectifs généraux. Il y avait aussi une notion de lisibilité. Améliorer la qualité de vie des personnes, c'est vraiment centré sur la personne malade. Et puis l'idée de décloisonner, de ne pas être en silo, que les gens, même en inter-centre de référence sur des groupes, je pense que c'est bien pour vous de travailler avec d'autres centres de référence qui ne sont pas forcément sur vos maladies, mais qui sont dans la même filière, parce qu'on apprend toujours les uns et des autres. Donc il y a cette idée de pluridisciplinarité, PNDS. À l'époque, il y avait aussi cité quand même la BNDMR, radicaux. Alors, on n'a plus beaucoup de cohortes de recherche, je crois qu'il y en a 8 qui tiennent la route. Et donc, il y a quand même toujours ce soutien et on souhaite garder ce lien fort avec radicaux. Donc, on n'abandonne pas. Recherche, coordination. Au niveau de la recherche, c'est vraiment une idée de coordination. Ce n'est pas la filière qui va déposer le projet de recherche. Ça reste à la main des cliniciens. C'est vraiment cette idée de la coordination pour aider, un soutien, la formation et puis l'Europe avec les réseaux européens de référence. Donc voilà ce que je décrivais le groupe permanent. Je ne vais pas rentrer. Et voilà toutes les dates. Après, il faut savoir que la première vague de labellisation, il y a eu en fait pas du tout les filières comme on les a maintenant, avec 23 filières de santé maladie rare. Il y a eu 15 dossiers à l'époque soumis, des dossiers qui étaient hors sujet. Et dans la première vague, on a eu seulement 14 filières validées. Et donc, en recherchant mes archives, j'ai pu voir que Respifil était quand même un bon élève et avait réussi à passer la première vague du premier coup. Donc, je vous félicite. Et donc, voilà les 14 premières filières qui avaient été validées. Et à l'époque, il y avait 10 CRMR. Donc, je pense que maintenant... Alors, on avait des CRMR aussi bisites, des coordonnateurs voilà, qui étaient sur plusieurs sites. Donc, le chiffre des 131 est un peu tronqué parce qu'en fait, derrière, il y avait aussi d'autres centres quand même qui étaient constitutifs, rattachés. Mais maintenant, on est quand même avec beaucoup plus de centres validés. Donc, les perspectives à l'époque, à venir en 2014, c'était vraiment l'idée aussi le lien avec les appels à projets des réseaux européens de référence. Cet appel à projet
projet, il est arrivé qu'en 2017. Il a fallu 3 ans de mise en place des filières avant qu'il y ait eu cette coordination pour soutenir les appels à projets. Donc on voit bien le lien aussi du soutien de la filière pour les réseaux européens de référence. C'est quelque chose, je pense, dans la prochaine labellisation, où on remettra un lien. Je pense que c'est important pour nous d'avoir une tête de pont pour chacune des filières avec leur ERN, pour vraiment avoir un lien direct. On le ressent beaucoup, ce besoin. Le lien avec les territoires, et c'est là où, à l'époque, il y avait nommé des espaces territoriaux maladies rares, ce que nous, on a créé en PNMR3 comme les plateformes d'expertise ou de coordination maladies rares pour celles qui sont outre-mer. Donc, à l'époque, c'était cette perspective européenne, et donc c'était les fameux sites, avant qu'il y ait des filières qui existaient déjà, la FECLAD, chez G2M, leur réseau en métabo, Cornemus pour les maladies neuromusculaires. Et donc, on voit qu'il y avait un lien fort, il ne faut pas l'oublier, je pense, et je pense que les filières ne l'oublient pas, avec les filières de santé maladies rares. Et donc, ça me permet juste de faire un pont très rapide, parce que Agnès va le faire. On va passer du 2e plan maladies rares à ensuite les perspectives avec le 4e plan maladies rares. Dans le 3e plan maladies rares, on était toujours sur la notion d'innovation, diagnostic, traitement. Et je tenais à remercier la filière de santé maladies rares, la chef de projet, Céline, parce qu'en fait, nos 23 filières de santé maladies rares sont notre courroie de transmission pour déployer les actions du plan. Ça a été très, très vrai dans le 3e plan maladies rares. À l'époque, les filières ont un peu découvert les missions qu'elles avaient à faire. En 2018, elles n'avaient pas forcément été très associées à la construction du 3e plan maladies rares. Tandis que là, on a veillé dans le 4e plan maladies rares, avec 300 personnes mobilisées, 15 groupes de travail, à ce que vraiment les chefs de projet, les animateurs de filières participent à la construction des actions, que ce soit pas, que ce soit co-construit avec eux. Donc, dans les points, on a eu évidemment une évaluation au Conseil de la santé publique HCERS. Je tenais à souligner que dans les leviers, et c'était pas évident parce que le rapport n'est pas forcément tout positif, hein, c'est normal, hein, on a toujours des points d'amélioration, mais ce qui a été vu comme très positif dans l'organisation, c'était nos filières de santé maladies rares. Donc c'est un atout d'avoir ces coordinations et ces filières de santé maladies rares. C'est vraiment, et ça nous aide après à déployer les questions autour de l'information, la formation, avec, ça avait été souligné quand même, un point dur qui est au niveau des RH. On sait bien que on donne des moyens, il y a besoin de personnel et que c'est pas toujours évident sur le terrain ensuite pour les recrutements. Ça, on est attentif à ça. Donc voilà ce que Agnès pourra peut-être présenter. Donc on a 4 axes majeurs pour le 4e plan maladies rares et simplement dans les différentes thématiques, je vous mets le timing. Alors vous savez qu'on était en suspens depuis le 9 juin, donc maintenant les affaires vont pouvoir reprendre. Nous, on a pu profiter quand même de ce temps d'été. Agnès nous a remis un document, et le document long à partir de mi-mai. On a pu faire circuler toutes les actions qui étaient dans ce fameux document long avec soit la DGS, soit les différents bureaux de la DGOS, avec aussi la HAS, la NSM, donc l'ABM. Tout ce document a été est passé à la moulinette aussi des directions d'administration centrale et des agences de santé. Vraiment, il y a très peu de points bloquants. Donc ça, c'est très, très positif. Donc, on en est ravis. Donc ensuite, il nous faudra une validation cabinet, de toute manière. Il faut une réunion interministérielle pour valider le lancement du plan, parce que nous, ensuite, cette fameuse RIM, c'est vraiment notre passeport pour pouvoir, pendant 5 ans, 6 ans, le temps d'un plan, dire aux différents bureaux, aux administrations, cette action, on doit la mettre, ça a été validé dans un plan. On a une feuille de route qui est vraiment très cadrée et très carrée avec les financements qui vont avec. Et pour nous, c'est extrêmement important que ce ne soit pas remis en cause tous les ans. Donc voilà, et en parallèle, on a le groupe de travail, labellisation des filières, qu'on a en ce moment avec un groupe restreint représentatif de ce que c'est une filière, mais aussi l'écosystème maladies rares. Et l'idée, c'est de faire un appel à projet de la labellisation pour un jury qui serait début février et un retour pour le financement dans l'AC1. Et donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'était simplement pour vous dire que les filières de santé
les maladies rares, vont être dans les 4 axes qui ont été retenus pour le PNMR4. C'est vraiment le renforcement du maillage territorial, les parcours de soins de vie des territoires jusqu'à l'Europe, le diagnostic, l'innovation, et puis tout ce qui va être collecte de données. Et donc, on a vraiment eu la première action qui, cette année, en février, avait été validée, c'est qu'il y a quand même eu une enveloppe de 36 millions d'euros en plus qui a été donnée grâce à la labellisation des centres et au fait qu'on a eu un accompagnement de l'État, du gouvernement très fort et du ministère à l'époque pour pouvoir financer. Et puis ensuite, on a d'autres mesures dans le parcours de soins. On a des liens avec les assises de pédiatrie. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut vraiment se dire qu'il y a cette coordination à la fois lien ville, territoire. Et je pense que notre ministre qu'on a perdu et qui nous soutenait beaucoup, Catherine Vautrin, pour les maladies rares et pour l'Europe, on va pouvoir, à mon avis, quand même la garder parce que son périmètre des territoires répond complètement au sujet qu'on a porté dans le PNMR4 qui repose sur les territoires. Donc, je vous remercie, vous tous qui êtes là. Vous êtes là où vous êtes avec un maillage territorial qui est précieux pour nous et c'est là-dessus qu'on va pouvoir se rester. On a tout un sujet pour l'innover avec les traitements. On a, si vous ne connaissez pas le nom, le Griot qui a été mis en place, un groupement interfilière avec des pharmaciens pour pouvoir travailler, notamment le set de données minimum traitement, tout ce qui va être accès. Et il y a eu un travail remarquable fait avec la HAS et la commission de transparence et l'ANSM. Et donc, on a un premier pilote pour la taxi de RH pour un accès précoce. Donc, c'est important de s'appuyer là-dessus. Donc, on va renforcer ça. Et puis, tout ce qui est collection d'échantillons biologiques. Il y a des croisements avec le plan France 2030, avec l'AIS. Donc, il faut aussi rester très attentif à l'écosystème, aux appels à projets qui sont portés par ces acteurs-là, parce qu'il y a des sujets maladies rares qui sont aussi chez eux et qu'il ne faut pas louper. Donc, voilà un peu ce qui sera présenté. Et bon anniversaire à vous. Et Agnès rentrera dans le détail des différentes mesures. Merci beaucoup Anne-Sophie, et on sait à quel point tu nous as accompagnés toutes ces années, avec aussi une particulière amitié pour cette filière. C'est sûr. Pas mon frère, il n'est pas là aujourd'hui, il a pris sa retraite. Voilà. Et on voit le chemin parcouru, les 3 centres de référence qui ont évolué un peu parallèlement et qui se sont quand même beaucoup croisés. On a beaucoup bénéficié de cette filière. Je pense que l'Assemblée, là, aujourd'hui, le représente. On se connaît bien, on se connaît mieux entre adultes, entre pédiatres, entre différentes maladies des poumons. Et ça a été extraordinaire. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on ne se connaissait pas à ce point-là. Et ça a été, enfin, pour moi, en tout cas, le point positif. C'était tous les croisements qu'on a pu mettre en place entre nos différentes pratiques. C'est clair.